Bonjour, bon matin, bon après-midi, bonsoir. À toutes les personnes présentes aujourd'hui et d'ores et déjà à toutes les personnes qui nous regarderont en différé, je vous souhaite la bienvenue à la conférence sur le plaidoyer international francophone, dont je suis très heureuse d'être la modératrice aujourd'hui. Alors avant toute chose, laissez-moi me présenter brièvement. Je m'appelle Anna Devroy, j'ai 30 ans, je suis une personne trans non-binaire de Liège en Belgique. Et après avoir fait des études en sciences politiques à l'Université de Liège et à l'Université libre de Bruxelles, j'ai poursuivi mon cursus à l'Université d'Amsterdam en étudiant la sociologie avec une spécialisation en études de genre et de sexualité. À la fin de mes études, j'ai eu le grand bonheur de pouvoir coordonner pendant 5 ans la fédération Prisme, qui était auparavant connue sous le nom d'Arc-en-Ciel Wallonie et qui est la fédération wallonne LGBTQIA+. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à toutes les équipes qui doivent probablement nous regarder depuis Liège. Aujourd'hui, en tant que modératrice, j'ai été invitée en tant que membre du conseil d'administration des GIDE, que j'ai rejoint il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Assez parlé de moi, il est temps maintenant de donner un peu plus d'informations sur le contexte dans lequel cette conférence, ainsi que les autres tables rondes et ateliers de cette journée, ont été pensés et quels sont les objectifs finalement du jour. La première question est assez logique. Pourquoi consacrer une journée au plaidoyer? Et quand je dis au plaidoyer, je parle des plaidoyers au pluriel comme communiqué. Très concrètement, le plaidoyer ou finalement le fait de défendre les droits de certaines personnes, de certains groupes de personnes, est au cœur du travail de nombreux et nombreuses d'entre nous. Le plaidoyer prend différentes formes, il s'inscrit dans des dynamiques globales et internationales, mais est très souvent aussi réalisé au niveau régional, local, national, et doit assez logiquement être en phase avec les contextes locaux particuliers dans lesquels il s'inscrit. Les nouvelles formes de plaidoyer ainsi que les exemples de plaidoyer au niveau local en francophonie seront abordés lors des 2 tables rondes que je vous invite chaleureusement à suivre à la suite de cette conférence. Seconde question, pourquoi se focaliser ici sur le plaidoyer international francophone? À nouveau, la réponse me semble assez évidente étant donné que la défense des droits des personnes queer dans la francophonie ainsi que le renforcement des capacités des organisations francophones font partie des raisons d'être des GIDE. Pour connaître un peu mieux la réalité des organisations francophones, je vous encourage vivement à consulter le rapport sur les ressources mondiales qui a été publié conjointement par EGIDE et le GPP, le Global Philanthropy Project, et qui nous donne des chiffres et des informations extrêmement intéressantes par rapport à la francophonie. À titre d'exemple, parce que j'ai malheureusement pas le temps ici de vous faire une présentation exhaustive de ce rapport, on remarque que sur les territoires francophones étudiés, qui représentent grosso modo 6% de la population mondiale, seuls 1% des financements globaux vont aux organisations de ces pays-là. Donc les personnes LGBTQIA+, qui sont déjà minoritaires et souvent marginalisées dans beaucoup de régions du monde, le sont d'autant plus quand elles sont francophones. Alors il y a la question des financements, évidemment, et on le sait, il y a beaucoup d'organisations pour qui c'est un peu le nerf de la guerre, si je peux me permettre. Mais les financements, c'est pas tout. On voit également de par le monde, et malheureusement les territoires francophones ne font pas exception là-dessus, qu'en parallèle des avancées des droits, on a ce qu'on appelle le phénomène de backlash, ou en français, je pourrais l'appeler le retour de bâton. Très concrètement, cela signifie qu'en réponse à plus de visibilité et à l'acquisition de droit, il y a un réveil des conservatismes, des mouvements anti-genre divers, et que cela a un réel impact sur le quotidien des personnes et organisations LGBTQIA+, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Le contexte est posé, mais finalement, quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de cette journée, de cette discussion? Alors les objectifs sont triples. Premièrement, on va commencer par faire un état des lieux avec les panélistes que je vais présenter dans quelques secondes, faire un état des lieux du plaidoyer international francophone pour les personnes et organisations LGBTQIA+. En deuxième lieu, l'idée est ici de pouvoir écouter les panélistes sur leurs stratégies, leurs actions et les mesures qui sont déjà mises en place ou qui vont être mises en place à l'avenir. Et enfin, le troisième objectif, et pas des moindres, c'était de rapprocher les activistes et militantes de terrain, qui travaillent un peu partout au sein de la francophonie, et les actrices de gouvernements, des entités publiques internationales, et en tout cas créer du lien entre ces différents groupes. Donc nous allons aborder ces 3 thèmes. Viendra ensuite une séance de questions-réponses. Alors moi, je n'aurai pas accès au chat pendant la discussion. Si vous avez des questions pour la fin, je vous invite à les mettre dans le chat et moi, je serai contacté en parallèle pour pouvoir les poser à la fin de la rencontre. Mon introduction est presque finie. Néanmoins, il est important de dire quand même que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons avancer. On n'est pas seul. Il y a un ensemble d'actrices et d'alliés qui contribuent à l'avancée ou au maintien des droits.
Et j'ai la grande chance et le grand plaisir aujourd'hui de pouvoir discuter avec 3 personnes, 3 panélistes qui sont des maillons finalement de cette chaîne et qui partageront leur expertise et leur expérience avec nous. Je vais maintenant les inviter à me rejoindre, parce que je me sens un peu seul dans cette conférence. En premier lieu, j'invite Claire Desronziers, qui est déléguée du Québec aux affaires francophones et multilatérales à Paris, pour le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Madame Desronziers, soyez la bienvenue. Bonjour. Je vais ensuite inviter Jean-Marc Berton, qui est l'ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+ en France et qui nous rejoint actuellement d'une partie du monde où il est, je pense, 3 heures du matin. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre en plein milieu de la nuit. Soyez le bienvenu. Merci. Depuis en Polynésie française. Tout à fait. Qui est très mobilisé sur la question LGBT et qui organise une conférence des États insulaires du Pacifique pour encourager le mouvement de décolonisation. Voilà, en parallèle de votre conférence, il y a cet événement. Ben, mais je suis très heureux de vous, très heureux. Merci beaucoup en tout cas. Et enfin, je vais inviter Joël Neubert, qui est le chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne au Bénin. Monsieur Neubert, soyez le bienvenu également. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Alors, pour commencer ici, on va passer par simplement un petit tour de table. On va commencer par Madame Desronziers, comme je vous l'avais annoncé, avec 2 minutes plus ou moins pour vous présenter et que les personnes qui assistent aujourd'hui à la conférence puissent vous connaître un petit peu mieux et savoir ce que vous faites. Madame Desronziers, la parole est à vous. Oui, d'accord. D'abord, merci Anna, merci à Égide. Je salue Michael Arnaud et toute l'équipe d'Égide. Je vous félicite d'abord pour cette conférence. Mes salutations aussi à l'ambassadeur Berton, cher Jean-Marc, merci de te lever pour participer, de ne pas t'être couché pour participer à cette conférence. Merci aussi à monsieur Joël Neubert d'être avec nous ce matin. Alors, je me présente. Donc, moi, je suis une haute fonctionnaire du gouvernement du Québec. J'ai été sous-ministre adjointe du développement des politiques publiques en matière d'intégration des immigrants. J'ai été déléguée générale du Québec au Japon. Je suis présentement déléguée aux affaires francophones et multilatérales pour le gouvernement du Québec auprès de la francophonie et de l'OCDE. Je vous dirais aussi, pour ceux qui me connaissent peut-être du Québec, j'ai été de lutte contre le sida dans les années, fin des années 80. Première mise en place aussi du bureau, donc premier bureau mis en place par le gouvernement du Québec pour les personnes LGBT. J'ai été responsable pour la francophonie, de la rédaction de la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits d'autonomisation des femmes et des filles. Et je vous dirais aussi, sur un plan plus personnel, je suis la maman de jeune homme gay, donc vous comprendrez que les questions me tiennent particulièrement à cœur. Voilà. Merci beaucoup, Madame Desronziers. Monsieur Berton, la parole est à vous. Merci Anna, merci à Égide, à Michael et à toute l'équipe pour leur invitation. Donc, je suis ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+ de la France. J'ai été nommé il y a 1 an par le président de la République, Emmanuel Macron, et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Je suis chargé de porter la voix de la France sur la question LGBT auprès des États, dans les organisations internationales et aussi auprès des sociétés civiles. Il m'est particulièrement demandé de soutenir tous les acteurs de la société civile qui œuvrent pour une société plus juste, plus inclusive pour les personnes LGBT+, en particulier. Voilà, moi j'ai une carrière essentiellement diplomatique. J'ai été conseiller du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, en 2008-2009. C'était pour nous la première séquence diplomatique forte sur la question LGBT avec une déclaration à l'ONU, la constitution d'un fonds. Et puis j'ai ensuite été auprès du président Macron, conseiller pour les droits de l'homme, mais aussi la francophonie, les enjeux globaux, l'aide au développement, la diplomatie culturelle. Et j'ai eu à traiter à plusieurs reprises, évidemment, de la situation des personnes LGBT dans le monde. Et lorsque le président de la République a voulu
créé ce mandat d'ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+. Il a assez logiquement pensé à moi. Voilà, je suis très heureux, très fier de porter ce grand combat qui pour moi est un des combats les plus importants de notre époque. Merci beaucoup, Monsieur Berton. Monsieur Neubert, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation, Anna, de participer à cette conférence. Effectivement, moi je suis donc le chef de coopération de l'Union européenne au Bénin. Je m'occupe de la coordination et de la mise en œuvre de tous les projets financés par l'Union européenne dans ce pays. Bon, en préambule, je voudrais présenter les excuses de notre ambassadrice qui était prévue pour la version présentielle de la conférence, mais avec les changements de date et les modifications, elle n'était pas disponible cette semaine, mais elle aurait vraiment aimé pouvoir témoigner de son intérêt pour le sujet aujourd'hui. Donc, je vais parler un peu en son nom en même temps. Donc moi, je suis à la base pas spécialement un praticien du secteur. Je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé dans beaucoup de délégations de l'Union européenne en Afrique. C'est un peu ma zone de prédilection. En matière de protection des minorités, de protection des droits, l'Union européenne combat beaucoup la discrimination et promeut la diversité et l'inclusion, tant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Pour ce faire, on utilise un ensemble d'instruments, d'activités qui couvrent à la fois de la diplomatie publique avec les pays partenaires, des activités de sensibilisation avec la société civile, souvent, un dialogue politique renforcé, notamment sur tout ce qui est droits humains, un appui au renforcement de tout ce qui est capacité en matière d'état de droit, de justice et de gouvernance en général, et aussi de l'appui financier dans des pays comme le Bénin. On a des appuis en aide budgétaire qui sont en général adossés au respect des valeurs fondamentales, des valeurs universelles en termes de démocratie, d'état de droit et des respects des droits humains. Voilà, en quelques mots. À vous. Très clair, merci beaucoup. Et je dois dire quand même, là, c'est assez rare les panels où le timing est respecté à la lettre dès le début. Donc je vous en remercie et je vous invite à continuer de la sorte. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ici, comme je le disais, l'objectif premier est de pouvoir faire un état des lieux. Et finalement, quand on parle de plaidoyer international francophone, quelle est la situation actuellement ? Et donc, à tour de rôle, à vous de voir si on utilise le même tour de parole ici avec Mme Desronziers, M. Berton et M. Neubert, ou si vous voulez librement intervenir différemment. Ma question est la suivante. Quel bilan dressez-vous à votre niveau de la situation actuelle du plaidoyer international francophone sur les questions liées au genre et à la sexualité, mais plus spécifiquement, évidemment, sur les questions LGBTQIA+. Et avez-vous le sentiment, finalement, que, étant donné qu'ici, vous êtes 3 personnes qui avaient déjà une longue expérience, est-ce que vous avez le sentiment que ça se développe et que ça va dans la bonne direction, ou au contraire que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'auparavant ? Monsieur Berton, vous voulez commencer ? Oui, merci. Je crois que le bilan, il est assez contrasté en réalité, le bilan du plaidoyer international francophone. Il y a des points positifs. Il existe des associations pro-LGBT dans quasiment tous les pays francophones qui agissent avec souvent beaucoup de courage, parce qu'il faut du courage pour défendre ce sujet dans beaucoup de pays. Et moi, je suis frappé de constater le nombre, parfois, d'associations et l'intensité de leur action. Je pense au Cameroun, par exemple. On sait qu'il y a des difficultés, que c'est pas facile d'être LGBT au Cameroun, mais en même temps, il y a un tissu associatif extrêmement dense. C'est le cas dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Autre élément positif, il commence à y avoir des essais de mise en réseau de ces associations francophones. Et Gide, voilà, en est le meilleur exemple. Et je voudrais saluer son travail de mise en réseau et puis d'amplification de la voix des associations francophones engagées pour les sujets LGBT. Voilà. Mais il y a aussi des éléments plus négatifs. Vous le disiez, Anna, dans votre introduction, les acteurs du monde francophone sont plutôt isolés, plutôt peu présents dans les forums internationaux, à l'écart des réseaux de solidarité et de soutien à l'échelle internationale. Et vous le disiez aussi, ils reçoivent une part insuffisante de l'aide internationale. Vous avez dit 6% de la population et seulement 1% des financements. Voilà. Autre élément négatif,
L'OIF, hein, l'Organisation internationale de la francophonie, ne s'est pas encore saisie de ce sujet. Hein. On comprend bien pourquoi. Hein. C'est un sujet éminemment inflammable, conflictuel. C'est difficile, dans une enceinte comme celle de l'Organisation internationale de la francophonie, de produire du consensus sur cette question. Et puis, autre élément négatif, le nombre d'États francophones, de gouvernements qui sont prêts à s'engager sur ce sujet est également très réduit. Il y a la France, il y a le Canada, le Québec, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. Mais vous voyez, je les énonce et on voit tout de suite que ce sont des États du Nord. Donc il y a une division nord-sud. Ça porte préjudice à la cause. S'il y avait, comme dans le monde hispanophone, un grand État du Sud, hein, comme l'Argentine, qui porte le sujet, ou comme dans le monde anglophone, un grand pays comme l'Afrique du Sud, eh bien, ça serait un appui très, très solide pour faciliter le progrès de la condition LGBT dans notre espace. Voilà ce que je voulais vous donner comme éléments généraux d'appréciation. Merci beaucoup, Monsieur Berton. Moi, c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs points sur lesquels je voulais réagir, mais je vais peut-être d'abord laisser les deux autres panélistes répondre à cette question, et puis après, on pourra éventuellement peut-être explorer un peu plus cette question-là. Madame Desronziers. Oui, merci. Alors, bon, je partage le gros des remarques déjà de notre collègue Jean-Marc. Bien sûr que le gouvernement du Québec est conscient de la situation plutôt préoccupante des droits, de la question vraiment des droits des personnes LGBTQ à l'international et des besoins criants surtout qui émanent des pays francophones. Nous, ce que l'on souhaiterait partager, c'est la recrudescence des mouvements et surtout de l'apparition de certains mouvements LGBTQ-phobes, haineux et violents, avec notamment les durcissements aussi législatifs avérés ou discutés dans certains pays et que l'on voit apparaître un peu partout sur la planète. Concernant aussi la question, les collègues vont l'aborder également, de la décriminalisation, il faut souligner qu'il y a une tendance quand même à la décriminalisation dans certains pays, puis notamment, on l'a vu aussi dans quelques pays francophones. Cela étant dit, même s'il y a des gains, il reste 65 juridictions aujourd'hui où les relations privées consensuelles entre personnes de même sexe sont toujours criminalisées. Et parmi ces 65 juridictions, on trouve toujours 12 pays ayant le français comme langue officielle. Alors donc, il y a de l'espace pour faire des gains. Et même, donc, si on arrive à faire des gains en matière de décriminalisation, cela ne veut pas dire qu'en matière d'acceptation de mesures anti-discrimination et en matière d'acquisition de droits, que l'on ne doit pas là aussi travailler davantage. Alors, je sais que là, ça va ouvrir la voie à toutes sortes de débats entre nous, mais justement, même si on fait des gains sur le plan légal et sur le plan des droits, et on doit le faire, il faut aussi, sur le plan plus social, continuer également à travailler. Et Anna, vous l'avez abordé aussi d'entrée de jeu, du point de vue financier. La francophonie, les pays francophones et des mouvements de défense des droits francophones sont vraiment à la traîne avec seulement 1% de l'enveloppe mondiale dédiée. Alors ça, je pense que sur ce plan-là, on a une grande tâche à faire. Je vais laisser la parole pour le moment et on reviendra sur d'autres points. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Neubert, je vous laisse la parole et puis après, on pourra rediscuter à quatre des différents éléments qui ont déjà été abordés. Je vous en prie. D'accord. Non, je partage également ce constat de la dégradation des droits humains des personnes LGBT avec une augmentation assez significative des discours haineux, de la discrimination et de la violence dans pas mal de pays. Au Bénin, qui est un pays au naturel vraiment très pacifique, qui ne criminalise pas l'homosexualité, qui a toujours été très modéré, l'ancien président Boni Yayi, la chef du principal parti d'opposition actuellement, a lancé une campagne frontale contre les droits des personnes LGBT
qui directement pourraient contribuer à l'émergence de formes de violence dans un calcul probablement politique. Et JDS est sans doute soulagé d'avoir pris l'option d'une conférence virtuelle plutôt que présentielle à Cotonou comme c'était prévu, mais on peut quand même se féliciter par ailleurs qu'aucun message du gouvernement béninois n'avait été tenu pour empêcher la conférence et que les autorités voyaient plutôt un profil bas, mais étaient favorables à que cette conférence ait lieu. On constate de nombreuses alertes plus graves dans différentes parties du continent africain et du monde, dans un contexte de crise mondiale exacerbée, les minorités servent souvent de bouc émissaire pour des dirigeants qui sont confrontés à des difficultés ou à l'absence de résultats dans leur action publique. Bon, d'une manière générale, en Afrique subsaharienne, le plaidoyer n'a jamais été simple et facile. Et si parfois, comme au Bénin, il n'y a pas de manifestation d'hostilité directe des autorités en place, il y a des a priori et des comportements souvent potentiellement homophobiques et qui sont à la fois dans l'administration et la population. On peut noter également, dans le cas particulier du Bénin qui me concerne, que les organisations de défense des droits des personnes LGBT ont été impliquées dans le processus de l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en début d'année. Les organisations ont fourni un rapport et ont été reçues par le ministère de la Justice. Et donc, ça a été documenté, mais il faut aussi dire que le gouvernement, dans ce cadre-là, a noté, ce qui veut dire rejeter, en fait, toutes les recommandations qui avaient été faites sur la question de la diversité et de l'orientation sexuelle. C'est donc jamais ni tout noir ni tout blanc. Il y a à la fois des signaux positifs d'inclusion, de progrès et des éléments souvent liés à la conjoncture, au contexte plus négatif. Il n'y a pas de criminalisation, pas de violence systématique, des autorités plutôt tolérantes, mais des violences éparses, des violences souvent impunies et des recommandations structurelles du système EPU qui sont légitimes et qui pourtant ne sont pas traitées. Donc, il nous semble qu'il est important, tant pour l'Union européenne que pour des acteurs comme Égide, de continuer la sensibilisation sur l'universalité des droits humains, promotion de l'égalité, la protection des personnes les plus vulnérables. Et probablement, c'est essentiel de renforcer le travail d'organisations comme la vôtre qui œuvrent à créer des ponts entre les ONG, la société civile et les gouvernements et toutes les institutions. Voilà un peu en quelques mots ce que je pouvais dire sur le sujet. À vous. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai qu'ici, je partage le constat et je pense que de nombreuses personnes qui assistent aujourd'hui à cette conférence doivent partager ce constat de voir que finalement, évidemment, il y a des activistes qui sont là. Évidemment, il y a des gouvernements, des organisations internationales qui sont là pour porter notre voix et nous défendre. Et en même temps, on voit quand même que la situation est compliquée. Et là, je ne parle pas que des pays du Sud, parce qu'ici, on peut voir qu'en termes de financement et parfois de porter cette voix au niveau international, c'est plutôt des pays du Nord, mais on voit finalement que le retour de bâton auquel je faisais allusion, je veux dire là récemment en Belgique par rapport notamment à la question de l'éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mais je sais qu'au même moment ça s'est passé au Québec, la situation dans les contextes du Nord, les situations sont quand même loin d'être parfaites également. Donc je voulais juste revenir ici brièvement, je vais peut-être vous redonner la parole à tous les trois sur cette notion de retour de bâton. Est-ce que vous avez l'impression, je veux dire, vous avez une certaine expérience, vous travaillez sur les thématiques depuis un certain temps. Est-ce que vous avez le sentiment ici que porter cette voix au niveau international, est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Est-ce que vous avez le sentiment justement qu'il y a un réveil de ces mouvements anti-genre dont tout le monde parle actuellement et qui sont beaucoup plus financés d'ailleurs que nos propres mouvements? Est-ce que vous, dans votre travail quotidien, vous le ressentez et quel est votre sentiment par rapport à ça? Oui, si je puis répondre à votre question, Anna, je le ressens, je le constate sur le terrain, partout, dans nos pays européens, je suis en Europe, sur le continent américain, en Afrique, au Moyen-Orient, on voit une polarisation croissante sur ce sujet. On voit que beaucoup d'États n'hésitent pas aujourd'hui à contester la légitimité de toute revendication relative aux droits LGBT+. On le voit à l'ONU, à l'Assemblée générale, on le voit au Conseil des droits de l'homme à Genève, on le voit à l'OMS, à l'OIT. À l'OIT, au premier semestre, il y a eu une bataille très dure autour de la question LGBT. Un certain nombre de pays ne voulaient pas que
l'OIT ait des programmes d'assistance à un certain nombre de pays pour lutter contre les discriminations anti-LGBT au travail. On a réussi à maintenir dans les programmes d'assistance cette question, mais ça a été extrêmement compliqué. La bataille pour la réélection de l'expert indépendant de l'ONU pour les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre a été très très difficile, hein, et on a gagné de très peu. La majorité qui était nécessaire pour renouveler le mandat de l'expert a été obtenue à quelques voix près. Et puis très récemment, c'était au mois d'août, les pays de l'Organisation de la Conférence islamique ont écrit au secrétaire général des Nations Unies pour lui dire que l'ONU devait cesser de parler des questions LGBT. Donc, que les questions LGBT ne figuraient pas dans le droit international des droits de l'homme, qu'il n'y avait aucune légitimité à aborder ces questions. Le secrétaire général des Nations Unies a répondu il y a de cela 2 semaines, et il a défendu le fait que la question LGBT devait être à l'agenda multilatéral. Et on voit ça aussi au sein de l'Union européenne. Je crois que nous avons un texte sur les questions LGBT. Nous devons faire face à l'opposition de la Hongrie et parfois de la Pologne ou d'autres États. Donc oui, il y a un mouvement de backlash, comme vous le dites, de retour du bâton. C'est un contre-coup du progrès, comme vous l'avez fort bien dit. Chaque fois qu'il y a une avancée sociétale, elle suscite un retour de bâton dans les milieux conservateurs. La spécificité du phénomène auquel nous avons affaire, c'est que ce phénomène ne joue plus seulement à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle du monde. On a affaire à une sorte de globalisation de la communication, et les sociétés du Sud, africaines, moyen-orientales, sont informées en direct des avancées du mouvement LGBT en Occident, notamment de l'adoption du mariage, de l'homoparentalité. Et ces développements effraient des sociétés qui sont restées conservatrices, qui ont peur pour la survie de la famille, de la société. Nous avons beau dire que nous ne demandons pas le mariage ou l'homoparentalité en Afrique, mais le simple droit à l'indifférence, le respect à la vie privée, ils sont persuadés que les étapes suivantes, ce seront ce que l'on voit en Occident, le mariage, la possibilité pour les personnes homosexuelles d'avoir des enfants. Donc, on a un phénomène de retour du bâton qui joue à l'échelle globale du fait de la globalisation de la communication. Et puis l'autre carburant du backlash, c'est le sentiment anti-occidental qu'on voit grandir dans beaucoup de régions du monde. Et on voit se développer le raisonnement que l'homosexualité, la transidentité n'existe pas hors d'Occident, c'est un vice importé, et que combattre l'Occident, son influence, revient, entre autres choses, à combattre l'homosexualité et la transidentité qui sont acceptées, promues par un Occident qui serait décadent. Et tout cela, évidemment, comme l'a fort bien dit notre collègue au Bénin, trouve un terrain favorable dans les sociétés en crise, en mutation, qui manquent de repères, qui sont inquiètes quant à leur avenir, qui connaissent une sorte d'insécurité culturelle, existentielle, économique, politique. Donc voilà le paysage. Oui, il y a un backlash qui est en quelque sorte favorisé par la mondialisation et puis par le rejet de l'Occident que l'on observe dans un certain nombre de pays du monde. Oui. Madame de Ronzier, j'ai l'impression que vous voulez intervenir, et puis après, monsieur. Bon, évidemment, Jean-Marc a dit beaucoup de choses que nous partageons. Alors, effectivement, oui, nous le ressentons et oui, nous le déplorons.
Et je dois dire que aussi, puis on le remarque dans le droit des femmes, la bataille pour l'égalité n'est jamais gagnée. On voit bien les avancées d'années de lutte aujourd'hui sont quand même remises en question également, même d'un point de vue juridique et dans des pays du Nord. Donc, on voit que les batailles sont toujours à refaire et la vigilance reste de mise. Donc, force est de constater que l'hostilité à l'égard des personnes LGBTQ+, est toujours présente, que la défense des droits est parfois perçue, j'en ai souligné, comme des actions même de déstabilisation politique pouvant entraver le développement économique et politique des valeurs comme des valeurs occidentales, comme des valeurs d'ingérence, comme on disait, comme des valeurs de décadence. Alors, c'est pour ça que pour nous, il est important de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de travailler avec nos partenaires des États, là je reviens à la francophonie, des États avec des gouvernements membres, pour établir très clairement que c'est une question, que la question de la diversité, c'est avant tout une question de développement humain, c'est une question des droits humains, que le vivre ensemble, c'est une étape essentielle au développement de leur pays. Et donc, qu'il faut apprendre aussi du combat, je le souligne encore, mais des leçons positives du combat des femmes dans l'espace, même dans l'espace francophone. Il y a depuis longtemps des femmes qui se sont mobilisées dans plusieurs pays et qui ont fait des gains importants. Alors, je pense que les mouvements LGBTQ+, peuvent apprendre aussi des gains qui ont été faits par les femmes francophones qui se sont mobilisées pour faire des gains juridiques, pour faire des gains sociaux, et qu'il faut continuer, mais ce sera des petits pas. Le travail multilatéral, c'est un travail de discussion, c'est un travail de petits pas. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à lutter. Voilà. Merci beaucoup, Madame Desronziers. Monsieur Neubert, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je crois que l'essentiel a été bien dit par M. Berton et Mme Desronziers. Juste insister un peu sur le côté conjoncturel également, dire qu'effectivement, les crises qui se développent depuis le Covid, depuis les différents, la guerre russe en Ukraine, etc., ont créé des conditions un peu qui se dégradent pour une partie de la population et qui libèrent aussi une parole agressive. Et donc, cette conjoncture est vraiment un facteur à prendre en compte. Mais sinon, l'essentiel a été bien dit par mes collègues. Oui, je voudrais juste alors peut-être pour terminer ce premier thème donc, qui était plutôt sur l'état des lieux du plaidoyer actuellement, il y a à nouveau, j'ai toujours été comme ça, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais réagir, mais j'aurais malheureusement pas le temps. Ce que je voulais dire en tout cas peut-être pour clôturer cette première partie, c'est que malheureusement, ce que vous exposez aujourd'hui, c'est des choses que nous, on voit sur le terrain, et donc notamment cette question du retour de bâton. J'aimerais avoir plus d'espoir et me dire que la situation est meilleure actuellement et qu'elle tend vers un mieux, mais ça, on l'abordera dans la seconde partie. Je voulais juste réagir par rapport justement à la question, M. Berton soulevait le point parfois du sentiment anti-occidental qu'on peut retrouver dans le Sud. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça vaudrait la peine ici de faire toute une conférence sur cette question-là. Parce qu'on voit qu'historiquement, c'est assez faux de voir que l'homosexualité et les transidentités seraient quelque chose d'occidental. Voire même l'implémentation des législations qui sont homophobes, les homophobes, transphobes, ont en général été importées par les colons. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant et qui mériterait d'être mieux exploré. Ensuite, Mme Desronziers, ce que vous disiez justement, et je trouve que c'est important de revenir là-dessus sur la question que finalement, ce n'est pas simplement les personnes LGBTQIA+, qui sont concernées par ce retour de bâton, mais on voit très clairement que les droits des femmes aussi sont menacés. Et comme je le disais en introduction, et je reviendrai probablement là-dessus en conclusion, mais on a besoin justement de créer des alliances et de pouvoir travailler ensemble sur ces questions-là, parce que ce qui touche les femmes, que ce soit par rapport au droit à l'avortement ou aux violences basées sur le genre, touche aussi évidemment les personnes LGBTQIA+, et souvent c'est assez fort les mêmes mécanismes. Et enfin, M. Lebert, l'aspect conjoncturel en effet est assez important, et on l'a vu, il y a eu pas mal de recherches sur l'impact de la crise du Covid sur les personnes LGBTQIA+. On a vu qu'il y avait des conséquences d'autant plus importantes pour des personnes qui étaient déjà marginalisées. Voilà. On va terminer cette première partie-là pour avoir le temps d'aborder les deux autres thématiques et puis les questions-réponses. Donc ici, on a posé un peu le cadre. On voit un peu quelle est la situation actuellement, avec évidemment des choses positives
mais en même temps des choses pas très réjouissantes qui se passent en parallèle. De manière concrète, à votre niveau ou à vos niveaux respectifs, quelles sont vos perspectives? Quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous comptez ou qu'est-ce que vous mettez déjà en place et qu'est-ce que vous comptez mettre en place ici justement pour faire en sorte que la situation puisse s'améliorer? Ça, ce serait une première grosse question. Et puis la deuxième, mais on va voir comment ça se passerait. Monsieur Bertrand l'a évoqué déjà dans ses réponses par rapport aux différents forums internationaux et surtout des forums qui sont non spécifiques sur les questions LGBTQIA+. Quel est votre sentiment par rapport à l'avancée des droits dans ces forums-là? Dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'on peut envisager une amélioration? Là, ça fait beaucoup de questions. Je vous ai lancé sur beaucoup de choses. On peut peut-être commencer. Enfin, en fait, c'est à vous de voir comment vous comptez répondre. Soit sur vos stratégies et les actions, ou bien plutôt sur les forums internationaux. Monsieur. Oui, merci Anna pour votre question. Nous pensons en termes de stratégie qu'il faut agir partout où on le peut. Il faut agir auprès des États, il faut agir auprès des organisations internationales, et il faut agir auprès des sociétés civiles. Donc, les trois leviers d'action importants pour nous, pour la France. Je l'ai dit dans l'ouverture de la conférence, pour aider mieux les sociétés civiles, nous avons créé un fonds LGBT qui est doté de 2 millions d'euros pour l'instant, et il sera mis en œuvre dès le début de l'année prochaine. Ce sont nos ambassades, les ambassades de France, qui identifient localement des projets portés par les associations et qui rapportent ces projets à Paris, qui fait les arbitrages. Donc j'invite les acteurs des sociétés civiles francophones à prendre la tâche des ambassades dans les pays où ils se trouvent pour présenter un projet s'ils le souhaitent. Mais au-delà de ce fonds, nous mobilisons voilà, tous les instruments que nous pouvons pour être vraiment aux côtés des personnes LGBT, des ONG, des activistes, des militants. L'AFD, l'Agence française pour le développement, est particulièrement mobilisée. Et là, chaque année, un appel à projet en direction en direction des ONG. Et cet appel à projet est désormais ouvert aux questions LGBT. Il y a un consortium d'ONG qui a présenté cette année, dès 2023, un projet important, comportant notamment un volet de création de refuges, puisque c'est une problématique importante. Donc voilà, pour le soutien à la société civile, pour nous, est vraiment capital, parce que nous pensons que dans beaucoup de pays, par les voies diplomatiques habituelles, c'est difficile d'agir. Pour les raisons que l'on disait tout à l'heure, lorsqu'on est un diplomate occidental et qu'on vient plaider la cause LGBT, on est accusé d'importer le sujet dans le pays. Donc, il est important que ce soit des acteurs locaux qui parlent, qui fassent du plaidoyer. Et puis, eux seuls peuvent aussi apporter des services très concrets aux populations les plus vulnérables, là où l'État ne le fait pas. Hein. La mise à l'abri, dont je parlais, l'accompagnement psychologique, l'assistance légale, l'aide à l'insertion. Donc il faut aider ces acteurs à aider les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Et puis, je voulais mentionner que nous avons adressé une circulaire à toutes nos ambassades bilatérales. Avec la France, un des plus grands réseaux d'ambassades dans le monde, le 3e réseau. Et ce sont des instructions très directives qui demandent aux ambassades de désigner un référent LGBT, d'organiser au moins une réunion annuelle avec les ONG, de soutenir ces ONG, je viens de le dire, de faire des démarches auprès des autorités quand la situation l'exige, quand il y a des difficultés particulières, un projet de durcissement législatif, par exemple, ou une vague d'homophobie. Nous demandons aussi à nos ambassades de porter une attention au visa des personnes LGBT qui veulent venir en France pour demander l'asile.
de donner une visibilité aux questions LGBT dans la diplomatie culturelle, la communication officielle de l'ambassade. Bref, nous avons envoyé des instructions très claires à nos postes diplomatiques pour les mobiliser, et ça commence à produire des résultats. Alors c'est pas dans l'espace francophone, mais ailleurs, nous avons pu, voilà, avec grande satisfaction, constater que certaines de nos démarches avaient porté leurs fruits et que des projets législatifs qui auraient été très négatifs pour les personnes LGBT ont été retirés suite à la pression que nous avons exercée. Voilà, là, il faut évidemment aussi que l'OIF se saisisse de ce sujet. Ça va être compliqué, mais je pense que on peut imaginer que au moins dans des discussions informelles de la secrétaire générale, la question soit abordée, comme l'est la question de la peine capitale. Il y a eu des discussions informelles sur ce sujet. Oui. Ce que je propose peut-être ici, alors, c'est de donner la parole à Madame Desronziers et Monsieur Neubert par rapport à cette question, parce qu'ici, c'était surtout par rapport à la première question des mesures concrètes qui peuvent être mises en place à différents niveaux, et notamment avec la société civile. Et je me dis, étant donné que là, je vois qu'au niveau du temps, on est bien. Je propose qu'on revienne peut-être brièvement après, parce que c'est quand même un point, enfin non, peut-être pas brièvement, justement sur les forums internationaux, parce que c'est un point, je pense, qui pourra nous occuper juste après. Madame Desronziers, vous à réagir, puis Monsieur Neubert. Monsieur Neubert. Bon, donc j'y vais peut-être. Alors, bon, d'abord, sur la question des stratégies à mettre en place, je vous dirais que la première stratégie, c'est d'abord de ne pas reculer. Ça peut paraître avec soi, là, mais je pense que dans tous les forums, et c'est important de le rappeler, il faut faire très attention dans les textes qu'on défend, donc dans les positions qu'on va défendre en bilatéral, comme le disait Jean-Marc, mais aussi sur le plan multilatéral, donc dans les forums où on va prendre la parole, où on va s'entendre sur des textes, de faire attention de ne pas faire reculer les textes. Ça a l'air simple à dire comme ça, mais c'est majeur. Ensuite, maintenir le dialogue avec eux, et je le dis pour nous, mais pour vous aussi de la société civile, de vraiment maintenir le dialogue avec vos représentants, avec les ambassadeurs dans les différents pays où vous êtes. Très important, je sais que c'est pas toujours facile, c'est peut-être pas toujours possible, mais quand c'est possible, de vraiment aller voir les représentants officiels et de développer le plaidoyer. Ensuite, bon, je le disais tout à l'heure, inclure la question des droits humains. On le fait, bien sûr, nous, on en parle dès que possible, dès qu'il y a des textes possibles, de le rappeler dans les textes qu'on va défendre. On va revenir tout à l'heure sur la question des forums. Je voulais juste insister qu'effectivement, nous aussi, le Québec, on a pris le parti de miser sur la société civile francophone, et donc c'est la raison pour laquelle depuis 2018 on soutient Égide, que le gouvernement du Québec a accordé un financement conséquent à l'époque de 4 millions de dollars sur 5 ans pour démarrer Égide, ce qui est devenu Égide aujourd'hui, et qui vient de se réengager il y a quelques je ne sais pas exactement quand est-ce que l'entente a été signée, mais en tout cas pour 3 ans encore, à la hauteur de 2,4 millions de dollars pour les 3 prochaines années pour soutenir le travail d'Égide. Alors là, je soulignerais non seulement l'importance du réseau Égide, donc de la société civile, mais je rajoute un élément, c'est le volet francophone, donc le fait de le faire en français, parce que l'accès aux textes internationaux en français dans certains pays, justement francophones du Sud, c'est un autre accès à l'égalité, parce que plusieurs des personnes qui sont présentes dans ces pays du Sud, s'il n'y a pas accès aux textes en français, au texte onusien en français, ces personnes n'ont pas, c'est encore un frein de plus dans l'accès à l'égalité. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser Monsieur Neubert réagir et puis je relancerai peut-être la discussion. D'accord.
Moi, je voudrais commencer par le rapport annuel du Global Philanthropy Project, avec lequel nous collaborons, qui indique que seulement 1% des fonds mondiaux pour les personnes LGBT sont destinés à des pays francophones. Et dans le rapport, il mentionne que l'UE est au deuxième rang des donateurs pour cette partie francophone contre quatrième rang au niveau global. Ça serait peut-être un fait à analyser pour essayer de voir ce décalage. Bon, côté Union européenne, nos politiques, tant internes qu'externes actuelles, mettent l'accent sur la non-discrimination et la lutte contre les formes multiples et croisées intersectionnelles de discrimination. Je voudrais mentionner pour exemple, Monsieur Berton en a parlé un peu tout à l'heure, l'instrument Global Europe là, qui couvre toutes les activités, le financement de la coopération au développement, qui a été adopté fin 2021, mentionne explicitement de promouvoir le principe d'égalité et de non-discrimination pour l'autonomisation des femmes, des filles, des enfants, des personnes handicapées et explicitement des personnes appartenant à des minorités, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Ça, c'est des éléments légaux qui sont vraiment importants et l'adoption de ce texte a pris du temps en 2021. Il a pris pratiquement un an de retard à cause, je pense, d'un certain nombre d'États membres qui voulaient modifier certaines formulations légales. La stratégie pour l'égalité des personnes LGBT 2020-2025 de l'Union européenne définit une série de mesures qui visent à renforcer l'action de l'UE en matière de non-discrimination, d'intégrer l'égalité des personnes dans l'ensemble des politiques, de la législation, des programmes de financement et à amplifier la voix des personnes LGBT à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'UE. Notre service européen d'action extérieure a aussi développé un agenda pour la diversité et l'inclusion en février de cette année, février 2023, qui est une stratégie globale qui essaie de couvrir tous les motifs de discrimination et qui rassemble les aspects internes et externes de diversité et d'inclusion. 14 projets ont été signés au cours des 3 dernières années avec des organisations de la société civile pour la défense et la protection des droits des personnes LGBT partout dans le monde pour un montant de 8 millions d'euros. Et un appel à propositions a été lancé par Bruxelles récemment avec 2 lots dédiés aux questions d'égalité et d'inclusion des personnes LGBT, avec comme priorité l'état de droit, l'inclusion sociale et le renforcement du pouvoir de la société civile. Et toujours sur le même thème, entre janvier 2020 et décembre 2022, en 2 ans, donc 850 défenseurs des droits et personnes LGBT dans le monde ont reçu le soutien de ProtectDefenders.eu, un consortium d'ONG qui est soutenu par l'Union européenne, par le biais de subventions d'urgence, d'organisations de soutien aux organisations, de relocalisation temporaire, de renforcement des capacités de formation. Voilà, donc sur le plan politique, l'Union européenne se lève de manière toujours plus affirmée contre les discriminations, les discours haineux et la désinformation qui affectent les droits des personnes LGBT. Voilà, à vous. Merci. Non, à nouveau, il y a beaucoup de choses à dire et c'est sûr que ça fait plaisir de voir que des choses sont mises en place par les différents gouvernements, heureusement d'ailleurs, et en même temps, je rigolais seul dans ma tête en me disant que nous, justement, en tant qu'activistes, on a toujours besoin d'avoir le maintien de ces différentes bourses, de ces programmes, etc., pour encore une amélioration. Donc, on compte sur vous, en tout cas. Ça, je me suis dit que j'allais le glisser gentiment. Je voulais revenir ici, comme je le disais, plutôt sur la question des forums, parce qu'ici, on voit qu'à différents niveaux, il y a différentes choses qui sont mises en place, et notamment des bourses qui font partie d'une stratégie. Et la question financière est importante. J'aimerais ne pas en parler, et pourtant, on voit finalement que ça permet aux organisations, d'ailleurs, qu'elles soient dans le nord ou dans le sud, de pouvoir avancer. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà bien abordé cette question-là. Je voulais revenir notamment sur la question de l'OIF, mais Monsieur Berton, vous parliez en fait d'autres institutions et d'autres forums dans lesquels ces questions-là sont importantes. Madame Desronziers, vous expliquez aussi que ce soit de manière bilatérale ou multilatérale, il faut ne pas reculer. Ça, je l'ai mis en majuscule dans mes notes. Quel est votre sentiment? Je vais revenir un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quel est votre sentiment par rapport à l'avenir? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une coalition de pays que vous évoquiez, Monsieur Berton, au tout début, une coalition de pays qui vont pouvoir faire avancer la question? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est encore trop tôt et qu'un ensemble de pays ne sont pas prêts ou c'est compliqué? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Vous parlez des pays francophones ou en général? Oui, bah ici, si on parle de l'OIF, évidemment, c'est intéressant. Okay. Après, on peut aussi étendre la question, je veux dire, non, parce que de l'OIT ou de l'ONU, il y a que des pays francophones, mais... Non, j'ai dit un mot de l'OIF. Je pense qu'il faut essayer d'introduire le sujet dans cette organisation. Il y a la possibilité de le faire via des conversations, des discussions informelles. Ça peut être
fait aussi à travers la conférence des OING. Il y a des organisations non gouvernementales qui sont accréditées auprès de l'OIF, qui se réunissent régulièrement, qui sont invitées au sommet. Il faut que Égide fasse partie de ces ONG accréditées. Et voilà, nous soutenons évidemment cette perspective. Mais la présidente de la conférence a l'air tout à fait ouverte. Donc ça, c'est pour l'OIF. Ensuite, je crois qu'il y a il y a les coalitions de pays engagés pour les questions LGBT, comme la coalition pour l'égalité des droits, corps groupe LGBT à l'ONU. Je pense qu'il faut que l'on travaille une plus grande présence francophone au sein de ces coalitions, notamment à l'ERCL, la coalition pour l'égalité des droits. La spécificité de cette coalition, c'est qu'elle rassemble des États, mais aussi des ONG. Il y a assez peu d'ONG francophones, en fait, qui participent. Donc, c'est un objectif pour moi de faire en sorte que cette coalition soit plus francophone. Et ça devrait passer aussi par l'introduction du français aux côtés de l'anglais et de l'espagnol. Il y a l'espagnol qui est utilisé comme langue de travail et pas le français. C'est pas du tout évident de défendre ce choix. Voilà. Puis il y a ILGA aussi. Je pense que ILGA, il est important que les mouvements LGBT francophones soient plus présents au sein de ILGA Afrique, ILGA World, c'est ILGA Europe aussi. Il faut investir davantage ces forums. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Une réaction, Monsieur Neubert, Madame Desronziers? Pour notre part, comme je disais, nous, souvent au Québec aussi, notre façon de faire, c'est de nous appuyer sur la société civile. C'est ce qu'on a fait dès le départ parce qu'on croit beaucoup de toute façon à l'action de la société civile. Donc, c'est ce qui a mené à la création d'Égide comme réseau. Et on a soutenu au sein de la francophonie à travers la conférence des OING. Et effectivement, nous aussi, on croit et on soutiendrait le fait qu'Égide rejoigne la conférence des OING. On avait facilité une rencontre entre le président d'Égide et la présidente de la conférence. Donc ça, il faut continuer ces démarches-là. Il y a une restructuration de toute façon de cette conférence qui est en cours. Donc, à suivre de ce côté-là, ça c'est du point de vue donc société civile. Du point de vue des États et gouvernements, c'est un plaidoyer. Alors ça, c'est vraiment une stratégie bilatérale, multilatérale, des petits pas, comme je le disais, à poursuivre également et vraiment à reprendre dans des forums bilatéraux, multilatéraux et aussi peut-être regarder ce qui s'est fait dans d'autres. Je pense aussi à d'autres, par exemple, dans d'autres plateformes multilatérales dédiées au climat et à la biodiversité qui ont été assez avant-gardistes dans la façon de faire participer les peuples autochtones locaux et par exemple, la prise en compte de leur savoir traditionnel. Alors, comment on pourrait peut-être s'inspirer de ce qui a été fait dans ces domaines-là pour voir comment on pourrait faire des gains en matière de droits des personnes LGBTQ+, et de voir comment, effectivement, tirer profit, tirer parti pour mieux, dans le cas des pays francophones et des questions francophones, arriver à intégrer la question des droits des personnes LGBTQ+, au débat francophone. Voilà. Merci. Monsieur Neubert, je vous laisse réagir. Et pour le thème numéro 3, ce sera vous qui commencerez. D'accord. Mais sur la partie globale, je pense que j'ai pas une valeur ajoutée très très forte. Je suis plus à même de développer la partie locale après sur le Bénin. Je crois que l'essentiel a été proposé par mes collègues. Donc, si vous voulez, j'attaque sur la partie un petit peu locale ou. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Oui. Donc,
de notre point de vue, il n'y a pas de place pour la criminalisation et la déshumanisation. C'est des lignes rouges qu'il n'est pas question de laisser franchir. En tant qu'Union européenne, nous travaillons sans relâche à la protection et à la promotion des droits humains et afin que toutes les personnes du monde entier, qu'elles se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE, je l'ai dit plusieurs fois, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leurs caractéristiques sexuelles, soient traitées par un pied d'égalité avec dignité et respect. D'une manière un peu générale, dans un contexte social et géopolitique dégradé en Afrique, il nous semble opportun de concentrer l'approche sur la sauvegarde des valeurs fondamentales, le respect des droits humains basiques, essentiels des plus vulnérables et le caractère humain et universel de ces aspects. Il ne faut peut-être pas s'éparpiller dans des demandes trop vastes, mais sauvegarder l'essentiel. Ensemble, on est plus fort, donc il me semble qu'en effet, les organisations locales ne seront que plus fortes à créer des liens avec les réseaux régionaux et internationaux, et les structures telles qu'Égide sont primordiales pour cela, et votre travail doit être valorisé et appuyé en ce sens. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières géographiques au flux d'informations. Il faut aussi mettre cela en bénéfice au profit de la communauté en connectant virtuellement les activistes et en travaillant localement, patiemment à la promotion d'un espace qui favorise l'égalité et l'inclusion des personnes vulnérabilisées et discriminées. Voilà ce que je pouvais dire. À vous. Merci beaucoup. Est-ce que Mme Desronziers ou M. Berton voulaient réagir là-dessus, ou peut-être non par rapport au forum international, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou bien est-ce que je peux introduire ici la thématique numéro 3 que M. Neubert a déjà brièvement évoquée? Non, ça vous semble bien. Je pense que vous pouvez passer au thème suivant. Magnifique. Le dernier lien, donc ici M. Neubert l'expliquait, et cette thématique veut ici voir comment finalement on travaille entre l'international et le local. Et je le disais, c'était un des objectifs de cette conférence qui nous paraît particulièrement important dans le sens où, et là je parle parce que c'était mon cas auparavant quand j'étais à la Fédération Prisme, et je pense que c'est le cas de nombreux activistes. Il y a parfois le sentiment d'avoir peu d'informations. Et je ne suis pas en train ici de pointer du doigt ou de dire que c'est de la faute d'un seul point, mais en tout cas, il y a un manque de lien, il y a un manque de pont, il y a un manque d'informations entre que ce soit les ONG dont vous parliez, les institutions internationales, les gouvernements, les ambassades, etc. On voit que malheureusement, les liens et les mises en réseau pourraient être meilleurs. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qui se font et tant mieux. Ma question est la suivante. Dans la logique d'Égide, justement, de par et pour, on le voit, c'est essentiel que le plaidoyer puisse se faire à tous les niveaux. Et il se fait, entre autres, déjà en première ligne, avec des activistes qui agissent au niveau local. Selon vous, quelle est la meilleure manière ou quelles sont les meilleures manières de connecter justement et de rapprocher les activistes au niveau local pour faire du plaidoyer, ou en tout cas aider à faire du plaidoyer au niveau régional et international? Monsieur Neubert, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Vous avez déjà ici abordé la question. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose et après je laisse la parole aux deux autres panélistes. Non, c'est bon pour moi. Je vous remercie. Oui. Super. Non, mais j'ai déjà un petit peu abordé la question. Je pense qu'il faut mettre en réseau les acteurs locaux, comme le fait Égide. Hein, c'est vraiment exemplaire. Ce que fait Égide, il faut continuer, développer, amplifier, pour avoir des collectifs francophones internationaux qui défendent les droits des personnes LGBT+. Et puis, il y a une autre piste, une autre voie pour agir, c'est de renforcer la dimension francophone des coalitions pro-LGBT qui existent à l'échelle internationale. Je parlais des LIGA, je parlais de la coalition pour l'égalité des droits. Voilà, il faut renforcer la dimension francophone de ces organisations, de ces coalitions. Il faut les investir. Il faut que les associations francophones y aillent, qu'elles s'y expriment en français. Et je crois qu'on aura à ce moment-là fait un grand pas en avant. Merci. Madame Desronziers, je vous laisse répondre et puis après je... Oui, merci. Très rapidement, je pense que
C'est ça, je vais simplement reprendre, puisque c'est ce que vient un peu de dire ce qu'ont dit mes collègues. Donc, déjà, vous faites un travail remarquable sur le terrain, chaque groupe dans son milieu. Donc, rejoindre déjà les associations spécialisées dans les droits LGBT, et les réseaux francophones, c'en est un. Associé participer à la conférence de la société civile francophone, ça, pour moi, c'est un plus. Donc, rejoindre la francophonie, déjà, société civile en tant que société civile francophone, rejoindre la société civile dans un autre domaine que les droits LGBTQ, et là, porter la parole sur ces questions-là, c'est une autre façon de faire. Et comme le proposait mon collègue Jean-Marc, on parlait dans les forums non francophones, mais la voix francophone. Alors, je pense qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent être prises. Et nous, évidemment, sur le plan plus institutionnel, les gouvernements, les ambassadeurs, reprendre, évidemment, continuer le travail aussi de nous informer adéquatement pour qu'on puisse aussi suivre bien non seulement les problèmes, mais parfois les petits progrès pour avoir des exemples de bonnes pratiques. Quand il y en a aussi, c'est important qu'on puisse parfois relayer où il y a des petits gains qui sont faits et qu'on puisse apporter ces exemples-là auprès de nos gouvernements et auprès des organisations où on est présent. Je vous remercie. C'est très bien parce que vous me tendez une perche ici par rapport à plusieurs commentaires que je voulais faire. Ici, ce qu'on voit finalement, et ce que vous avez développé ici, est la question du travail avec les associations locales, et notamment la question des financements. Et donc ça, comme je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, il y a la question évidemment du financement à différents niveaux des organisations. Parce que je vous rejoins évidemment totalement sur le fait que des organisations comme Égide, mais aussi évidemment les militantes et activistes au niveau plus local puissent rejoindre certains forums, certaines discussions, etc. Mais ça nécessite, je veux dire, ça nécessite des moyens humains et financiers importants. Et donc voilà, j'ai l'impression que ça peut être parfois un peu redondant en tant qu'activiste de dire, OK, on a besoin de financement, on a besoin de financement, mais je tiens quand même à dire que c'est une condition sine qua non de la réussite de notre mouvement. Et notamment, et comme je le disais, il y a les chiffres qui sont sortis sur les financements des mouvements anti-genre sont absolument terribles. En termes de proportion, c'est des mouvements qui sont ultra financés et où nous, on essaye péniblement en face de faire ce qu'on peut. Donc, cette thématique-là est importante. Il y a la question aussi, et là, Madame Desronziers, vous en parliez, c'est un point que je voulais soulever aussi, que finalement, il faut pouvoir se situer un peu partout. Et on le voit aussi bien au sein d'organisations de forums qui vont être spécifiquement LGBTQIA+, mais aussi qu'on parle de travail, qu'on parle de santé, qu'on parle de scolarité, d'enfance, etc. En fait, finalement, les personnes LGBTQIA+, sont partout et justement, il faut avoir des politiques qui puissent ne pas avoir simplement un volet LGBTQIA+, mais voir finalement qu'on puisse prendre en compte les besoins spécifiques de nos communautés, un peu dans toutes les politiques qui vont être mises en place. J'en profite aussi peut-être pour énoncer un commentaire que j'ai reçu ici d'une personne qui nous écoute actuellement et qui disait ici qu'elle recommandait une formation et un accompagnement des représentations diplomatiques sur les questions de diversité sexuelle et d'identité de genre. Et donc la personne fait référence ici à tout le personnel qui travaille dans ces organisations, car il n'est pas rare qu'elle soit confrontée à des situations homophobes au sein de ses bureaux. Je me permettrai d'ajouter, avant peut-être de vous laisser la parole, que ça c'est quelque chose qu'on voyait aussi très fort en Belgique aussi, et où ça peut être parfois compliqué de voir que finalement en fait c'est des personnes qui peuvent avoir des très bonnes intentions et avoir vraiment la volonté de faire avancer les choses. Et là, je parle encore plus personnellement en tant que personne trans, le fait d'être confronté à des situations parfois qui sont très très problématiques, voilà, ça peut nous mettre, nous activistes, dans des situations très compliquées où on sent qu'on pourrait faire quelque chose et en même temps personnellement ça pose des questions importantes. J'ai eu des réactions de la part des 3 panélistes.
Monsieur Neubert, vous voulez réagir? Non, non, la remarque est pertinente, hein, elle est tout à fait pertinente et c'est des choses qu'il faut qu'on fasse et qu'on solidifie pour éviter parfois d'une bonne volonté mais qui est complètement contre-productive par des mauvaises méthodes de mise en œuvre, des mauvaises compréhensions. Donc effectivement, ces formations sensibilisation sont à faire dans les délégations de l'Union européenne, absolument. Oui, je vais dans le même sens, hein. Ça fait partie de mon plan d'action de sensibiliser, former les agents diplomatiques aux questions LGBT, et en particulier à la question trans, hein, qui est souvent plus difficile à saisir pour mes collègues. On a un point d'attention particulier concernant les visas, les demandes de visa, les agents consulaires, hein, qui reçoivent les personnes qui viennent demander un visa. Il faut vraiment qu'elles soient bien reçues. C'est difficile d'expliquer qu'on est homosexuel, qu'on est une personne trans, voilà, dans un environnement qui est très, très hostile. Surtout si autour, il y a des gens qui écoutent. Si on est dans une file, ouais. Enfin, il y a des choses très, très concrètes, hein. Puis après, voilà, il faut utiliser les bons termes pour ne pas offenser, pour ne pas intimider, pour ne pas mettre en difficulté la démarche qui est présentée au consulat. Donc oui, il faut on a un effort à faire pour sensibiliser et pour former. C'est bien prévu de notre côté. Madame Desronziers. Oui, ben, tout à fait. Vous savez, la question de la formation, nous, au Québec, on a des plans d'action gouvernementaux depuis plusieurs années. C'est clé, effectivement, pour les agents publics qui sont en contact avec la clientèle. Et je pense qu'elle est tout à fait de mise et il faut y travailler absolument. Donc, effectivement, je pense qu'il faut commencer par la question de l'éducation, de la formation dans tout ce qu'on fait. Puis je pense que vous êtes assez fort là-dedans. De toute façon, les militants en général dans vos actions de terrain et Gilles aussi dans son travail quotidien. Donc, je pense qu'on serait des bons pas qui peuvent être faits dans cette direction-là. Oui, et je me permets d'ajouter peut-être pour clôturer ce point-là, d'expérience aussi, je me souviens en Belgique, on avait parfois des réactions de personnes et ça pouvait d'ailleurs se situer aussi bien dans des entreprises que dans des ministères, par exemple, quand on travaille avec des fonctionnaires. On avait parfois le retour de personnes qui avaient le sentiment que c'était très compliqué, et qu'il y avait beaucoup de nouveaux termes, et qu'il y avait beaucoup de concepts, et que c'était assez compliqué. Et dans la très, très grande majorité des cas, on voyait qu'évidemment, il y a des formations qui sont mises en place, qui sont très claires, qui sont très bien faites. Et on essayait un peu de démystifier en quelque sorte, ou en tout cas d'expliquer que les thématiques sont accessibles, sont abordables, etc. Alors évidemment, il faut il faut de l'énergie quand même, il faut quand même se donner là-dedans. Mais en tout cas, on voulait enlever cette idée que c'est totalement insurmontable et que c'est incompréhensible. Et ça, en effet, que ce soit en Belgique, mais c'est le cas partout dans le monde francophone et pas que, évidemment, il y a des formations qui sont mises en place. Et donc ça, évidemment, on vous encourage fortement à aller dans cette direction. J'avais une autre question, parce qu'ici, j'ai commencé à recevoir des questions des personnes qui nous regardent. Je vais commencer d'abord avec un commentaire qu'on a reçu suite à une prise de parole de M. Berton. Donc la personne dit ici: merci beaucoup M. Berton d'aborder ces questions de soutien d'urgence en cas de vague d'homophobie, des demandes d'asile et du soutien de la société civile. Mais malheureusement, il y a un manque d'accès à l'information sur ces soutiens et les représentations diplomatiques sont parfois inaccessibles sur le terrain. Est-ce que vous voulez réagir à ce commentaire? Et bon, ici, c'était destiné à M. Berton, mais j'encourage aussi M. Neubert, Mme Desronziers, peut-être à réagir là-dessus par rapport à l'accessibilité, que ce soit des ambassades ou des représentations diplomatiques sur le terrain, notamment dans le Global Sud. Oui, alors un petit mot rapide. C'est pour ça qu'on a créé des référents pour les questions LGBT dans chaque ambassade. Ça, c'est déjà effectif actuellement? Ou là, c'est ça a été mis en place en septembre. D'accord. Il y a 2 mois. Hein. Donc, dans la plupart des ambassades, il y a maintenant une personne qui est en charge de la question LGBT. Je peux pas publier cette liste sur Internet. Vous comprendrez pourquoi. Donc, ce que je fais, c'est que j'invite les ONG intéressées à me demander quelle est la personne
qu'il faut contacter, je réponds. Les ONG ont mon adresse mail, ils savent comment me contacter. Mais ça, c'est une bonne chose parce que là, justement, quand on parlait de l'objectif de pouvoir rapprocher les militants et activistes sur le terrain avec les ambassades et gouvernements. Madame Desronciers, Monsieur Neubert, est-ce que vous voulez réagir sur ce point-là? Sinon, j'ai une autre question. Sur ce point, peut-être préciser que nous, c'est pas tellement la représentation diplomatique qui sait intervenir sur des questions aussi sensibles. J'ai mentionné tout à l'heure Protect Defender, hein, donc c'est au travers de structures de ce type qu'on va financer, qui vont, elles, essayer de travailler dans la partie concrète. Parce que sur la partie opérationnelle, on n'est pas capable, nous, d'apporter ce type de soutien individuel et de proximité. Donc c'est plutôt au travers du réseau d'acteurs qu'on peut le faire. Et peut-être le plaidoyer, c'est d'augmenter les fonds pour ce type de situation, d'augmenter la disponibilité. Hein. Mais je pense que nous, on est incapable de faire ça directement. Ça, c'est clair et net. Merci. Je voulais juste alors faire peut-être un dernier point sur le visa, et puis après, j'avais une question qui est évidemment en lien avec ce qu'on vient d'aborder, plutôt un commentaire par rapport au visa. Ça a été abordé à plusieurs reprises, et là, à nouveau, on le voit malheureusement dans trop de rendez-vous internationaux, qui soient d'ailleurs avec plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, ou des rassemblements plus petits. C'est vrai que la question des visas est toujours sur la table. Ça ne concerne pas que les pays francophones. Et donc là, à nouveau, on voit que cette question de la mobilité est compliquée. La question des visas l'est d'autant plus. Donc, je me réjouis d'entendre ici qu'il y a une facilitation qui est engagée ici de la part des 3 entités gouvernementales que vous représentez. Mais voilà, c'était juste, c'est un point qui ressort souvent, et donc je voulais le souligner ici en plus. Oui, vous avez raison. Il y a une double question sur les visas. Il y a les visas pour sortir du pays, demander l'asile. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe en France. Hein. Il faut faire par la voie légale, en tout cas. Et puis, il y a les visas pour aller dans des événements internationaux, faire des missions de courte durée à l'étranger, ou parfois se mettre à l'abri quelque temps, respirer. Hein. Donc, on essaie de faciliter les deux, hein, les deux processus. Voilà, mais en sachant que voilà, il y a eu aussi vous connaissez les débats hein, qui existent dans nos sociétés autour des questions de sécurité, d'immigration, etc. Donc, voilà, on doit faire dans ce contexte très, très contraint, malheureusement. Mm-hmm. Oui. Je vais peut-être poser une autre question alors que j'avais reçue ici, si Madame Desronziers ou Monsieur Neubert ne veulent pas réagir par rapport à ça. Donc on reste évidemment toujours dans les mêmes questions. La question est la suivante. Est-ce possible que les organisations diplomatiques développent une collaboration plus proche avec les organisations communautaires? Vous l'avez dit tous les 3 qu'il y avait vraiment la volonté de travailler avec la société civile et les personnes qui sont sur le terrain. La question se prolonge en disant l'idée c'est que les messages de plaidoyer soient construits ensemble pour que cela puisse refléter les besoins et les priorités des communautés. Et l'expression m'a fait sourire, éviter de danser plus vite que la musique et d'occasionner ce fameux retour de bâton que subissent les communautés. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que je dis à nos ambassades, c'est d'abord de consulter les ONG, les associations, avant de développer un argumentaire pour les droits des personnes LGBT, avant d'entreprendre quelque initiative que ce soit, avant de faire la moindre démarche auprès des autorités locales, il faut vérifier l'opportunité de l'action auprès des associations. C'est elles qui sont le meilleur juge. Et il faut aussi vérifier les termes dans lesquels on doit poser le problème. Chaque pays est différent. Pas seulement chaque continent est différent, c'est chaque pays qui est différent, qui a son histoire, qui a sa culture nationale, et donc il faut s'adapter, il faut contextualiser. Et c'est les ONG qui sont notre boussole hein, pour ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, j'abonde dans ce sens. Merci Madame Desronziers. Également, en fait, je pense que comme je disais, c'est un petit peu notre méthode au Québec. On est connu pour ce travail, ce qu'on appelle le modèle québécois, où on fait participer l'ensemble des acteurs et où on va chercher différents points de vue
est d'une manière assez consensuelle. Donc, pour nous, effectivement, d'aller chercher le point de vue de la société civile, ça fait partie de la méthode de travail. Donc, effectivement, c'est très important pour que ce qu'on va porter ensuite plus haut dans des plaidoyers internationaux, ça puisse vraiment être collé aux vraies questions du terrain, d'une part, et d'autre part, pour que ça soit un peu, comment dire, d'une manière circulaire, que ça puisse apporter des solutions, ensuite ce que l'on défend, que ça réponde également à un besoin. Et là, je reviendrai un petit peu sur ce qu'on a dit un peu plus tôt. Par contre, ce que ça impose pour moi, c'est qu'on arrive à s'entendre aussi. Les collègues en ont parlé un peu plus tôt dans leurs interventions, mais qu'on s'entende sur un certain nombre, surtout en francophonie, de priorités. Ça ne pourra pas être les mêmes que ce qui a été peut-être gagné dans d'autres pays ou dans certaines institutions de pays du Nord, par exemple. Alors, si on pense à la francophonie, il va aller par l'approche, je l'ai dit encore aussi tout à l'heure, des petits pas, il va falloir des petits gains. Alors, il va falloir que les attentes aussi soient proportionnelles au chemin à faire dans ces organisations et dans ces forums-là. Alors, c'est là que je dis qu'il va falloir que vous aussi, vous travaillez avec nous pour nous aider à nourrir et à participer à ces organisations et qu'on chemine ensemble. Voilà. Oui, si je peux rajouter un exemple sur le thème, il ne faut pas avancer plus vite que la musique. Peu de temps après ma nomination, j'ai fait mon plan d'action et dans mon plan d'action, il y a l'idée d'un texte au Conseil de l'Europe pour mieux protéger les personnes LGBT. On a une convention dite d'Istanbul pour protéger les femmes contre les violences. Donc, voilà, nous avons pensé au Quai d'Orsay qu'on pouvait avoir un instrument de ce type au Conseil de l'Europe. Ça concerne l'Union européenne, mais aussi les Balkans, le Caucase, la Russie et les pays de l'ex-espace soviétique. Quand j'ai présenté cette idée aux ONG à Strasbourg, elles m'ont dit non. Ils m'ont dit non, c'est trop tôt. Ça va produire une réaction mais violente. Pourquoi est-ce qu'il y a des oppositions à la Convention d'Istanbul? Parce qu'il y a le mot LGBT dedans, enfin, ou la question de l'orientation sexuelle, c'est pas la question des femmes. S'il y a une opposition frontale à la Convention, c'est pas à cause du sujet des femmes, mais à cause du sujet LGBT. Donc, on risque de produire un effet contraire à l'effet escompté en posant sur la table un projet de convention pour protéger les personnes LGBT dans la grande Europe. Donc voilà, c'est un exemple, hein, un exemple très concret de ce que dit le participant à notre conférence, qu'il faut doser les actions, tenir compte du contexte et ne pas parfois être trop ambitieux et se donner des objectifs raisonnables, voilà, qu'on peut véritablement atteindre. Merci, Monsieur Bertrand. Monsieur Neubert, Non, juste confirmer qu'effectivement, ce dialogue est important pour nous aussi. On est en train de préparer un programme société civile à adopter en 2024. Et dans ce cadre-là, on serait preneur de renforcer la qualité du dialogue en amont pour avoir les bons traits de travail sur lesquels intervenir. Je voudrais mentionner quand même que l'an passé, on a fait un appel à proposition, enfin en début de cette année, et il y a eu très peu de réponses sur la partie protection des minorités. C'est sans doute aussi des questions de capacité. Donc là aussi, en se regroupant, en étant plusieurs à répondre, en ayant une espèce de capacité à proposer des choses administrativement acceptables, on peut avoir aussi peut-être des solutions à ce type de problématique. Mais en tout cas, on est très ouvert à essayer de voir quelles sont les bonnes stratégies, quels sont les bons angles d'attaque et comment avoir une activité qui suive le rythme de la musique et qui soit effective, effectivement. Non, mais ça fait plaisir à voir, en tout cas ici, dans les approches qui, à mes yeux, se rejoignent. On n'a plus énormément de temps, mais j'ai encore reçu ici quelques questions. Alors, il y a d'abord
deux commentaires, mais qui renforcent un peu ce qu'on disait. Et puis j'ai deux questions, donc je vais vous poser les deux questions en même temps. Je propose qu'on fasse un dernier tour de table, et puis après, malheureusement, dans quelques minutes, on devra déjà clôturer. Une personne nous disait qu'un travail doit être fait pour que les organisations francophones puissent mieux intégrer la thématique LGBTQ. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, et il me semble que vous avez déjà répondu à ce commentaire. Une question ici qui est importante et dont on a finalement assez peu parlé pendant la discussion, c'est la question de la sécurité. Et donc ici, une personne réagissait en disant que, évidemment, les financements sont importants, mais qu'il faut aussi mettre en place, voire renforcer des mécanismes d'accompagnement sécuritaire pour les activistes, parce que malheureusement, dans beaucoup de pays du monde, sans cette sécurité, aucune action ne peut être entreprise, ni à titre personnel, ni au niveau organisationnel. Ça, c'était les deux commentaires et les deux questions. Et donc, je vous demanderai de ne pas être trop long sur la réponse. Quelle est selon vous la meilleure piste ou la plus stratégique pour les mouvements LGBT, ou celle qu'on n'investit pas assez? Bon, malheureusement, on sera limité avec le temps, mais si vous avez une solution miracle pour nous, on est preneurs et preneuses. Et enfin, dernière question, est-ce que demander aux Nations Unies de reconnaître le 17 mai officiellement comme journée internationale de lutte contre les LGBTQIA+ phobie, est-ce que cela est une bonne idée ou est-ce qu'on risque un backlash trop intense? Donc, première question, quelle est la solution miracle et la piste ou la stratégie que nous n'avons pas encore explorée et qui serait positive pour nous? Et deuxième question, est-ce que reconnaître le 17 mai serait une bonne idée ou est-ce qu'on s'exposerait à un retour de bâton trop important? Peut-être quelques mots là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle, hein, malheureusement. Mais ça, on le sait bien les uns et les autres. Mais il y a des voies peut-être qui n'ont pas été assez explorées. Il y a la voie judiciaire. On peut, en gagnant des procès stratégiques, faire jurisprudence, changer le droit. C'est comme ça que la dépénalisation a été obtenue dans un certain nombre de pays, hein. Je pense à l'Inde, par exemple. C'est par une décision de la Cour suprême qui a donné raison à des plaignants qui avaient porté plainte contre l'État qui pénalisait, qui criminalisait les personnes LGBT. La Cour suprême a considéré que c'était contraire aux fondamentaux, hein, du droit indien. Donc il y a cette voie judiciaire, me semble-t-il, elle n'est pas assez explorée. Et là, on a besoin d'une collaboration entre avocats, entre juristes. Et puis il y a une autre voie, c'est celle de l'ONU. Si nous avions dans le droit international un texte qui indique qu'il est contraire aux droits humains fondamentaux de pénaliser, de criminaliser les personnes LGBT, ce serait une ressource formidable pour les activistes, pour les militants qui pourraient opposer à leur gouvernement cette position de la communauté internationale. Mais nous n'avons pas. Ce texte de droit international qui ainsi interdit, prohibe la criminalisation des personnes LGBT. Donc ça doit être un objectif de se doter d'un tel texte quand le contexte international sera favorable. Aujourd'hui, la société internationale est beaucoup trop divisée avec le conflit au Proche-Orient, le conflit en Ukraine. Donc c'est impossible de faire adopter une résolution, parce que ça pourrait être une résolution sur la fin de la criminalisation. Mais il faut, et ça doit être un objectif à atteindre. En tout cas, ça fait partie de nos stratégies. Merci beaucoup, Monsieur Berton. Alors, dure question que si on l'avait trouvée. Alors, je vous dirais 3 mots: courage, volonté politique et patience. Pour les femmes de ma génération, le combat pour l'égalité, ça a été, vous savez, très, très long. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose qu'il faut poursuivre. Et je pense que vous avez déjà trouvé la recette. Et Jean-Marc vient d'en parler, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait des voix qui soient sur les questions du droit. Il faut arriver à modifier le droit, mais il faut travailler aussi sur la prévention, l'éducation
et travailler sur le changement des mentalités, travailler sur la sensibilisation. Vous faites déjà tout ça. Il n'y a pas d'autre solution pour faire toutes les questions de société. Il faut travailler sur ces deux plans-là pour faire évoluer les choses. Et vous le faites très bien, donc, mais c'est long. Et comme on travaille tous ensemble, ça va être des petits pas, mais il faut poursuivre. Voilà mon message. Merci. Et peut-être juste alors par rapport au 17 mai, notamment à l'ONU, est-ce que vous pensez que ça nous exposerait à un retour de bâton trop important ou est-ce que à moyen terme, c'est envisageable? Ouais, moi, je pense que c'est pas une très bonne idée, en fait. Je pense que ouais, ça suscitera une grande opposition et au fond, pour pas grand-chose. Le plus important serait d'obtenir un appel à la dépénalisation. Ça serait très fort, pour changer vraiment la situation des gens. La journée mondiale contre les LGBTphobies, c'est important, hein, évidemment, c'est très important. Mais on est dans le symbolique. Donc, changer le droit, c'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus important. Donc, on risque de perdre une cartouche, hein, en présentant un projet de résolution sur la journée mondiale contre l'homophobie. Et puis de susciter un mouvement en retour. Voilà, c'est bon, je peux changer d'avis si on me convainc, mais là, comme ça, la réaction immédiate, c'est quand même celle-là. Mm-hmm. Mais c'est intéressant. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Monsieur Neubert, puis je ferai peut-être un rapide tour de table si vous voulez vraiment ajouter quelque chose, mais sinon on va devoir vraiment clôturer tout doucement. Monsieur Neubert, par rapport aux deux questions que j'ai posées justement, est-ce que vous voulez réagir? Sur les deux questions, je n'ai pas de recette miracle non plus à proposer. Je crois qu'effectivement, des aspects légaux présents sur les valeurs fondamentales, ça me paraît bien. Politique des petits pas, ça me paraît également des approches qui portent sens dans le contexte actuel. Mais j'ai vraiment pas de baguette magique pour dire qu'est-ce qui peut marcher. Je crois que la persévérance et la patience sont des clés. Sur la date, j'ai une petite illustration. On avait hissé le drapeau arc-en-ciel à la délégation du Burkina l'année passée. J'étais au Burkina à l'époque et on a été interpellé par le ministère des Affaires étrangères sur pourquoi on faisait ça dans ce pays et qu'est-ce qu'on cherchait avec cette attitude. Et c'était pas un fait diplomatique grave, mais il y a eu toute une aventure avec ça. Donc je crois que, comme dit M. Berton, c'est pas une bonne idée à ce stade, à mon avis. Mais bon, c'est un avis plutôt personnel qu'institutionnel. Merci beaucoup. Je vais passer tout doucement à la clôture. Je ne sais pas si vous voulez ajouter juste vraiment un dernier mot très très brièvement, quelques secondes. Sinon, je vais clôturer cette conférence. Je tenais quand même vraiment très sincèrement à vous remercier pour ces échanges qui étaient, je m'en doutais, mais qui étaient passionnants. Là, je dois avouer être un tout petit peu frustré parce qu'il y a plein d'autres choses dont j'aimerais qu'on puisse discuter maintenant. Malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment très chaleureusement. Et je vous souhaite une bonne après-midi, journée, nuit. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On connaît la situation, ça je pense que je l'apprends à personne. J'ai noté plusieurs choses. J'ai noté tout à l'heure, Mme Desrondiers disait qu'il ne fallait pas reculer au niveau des forums internationaux. Moi, j'ai aussi le sentiment que nous, en tant que militantes et activistes, on ne doit pas seulement ne pas reculer, mais on doit avancer et on avance ensemble, même si on va faire preuve de patience, de résilience et de bien du courage à certains moments. Je voulais avoir un message plutôt rempli d'espoir, ou en tout cas un message d'amour pour toutes les personnes qui travaillent au quotidien là-dessus. Je vais
quand même me permettre de lire ma clôture parce que je trouve qu'elle était importante. En gros, je voulais ici, en quelque sorte, un peu humaniser la question du plaidoyer, ou en tout cas humaniser un peu la conférence qu'on a eue aujourd'hui. J'avais le sentiment que parfois, en fait, on a tendance à voir le plaidoyer ou les forums internationaux sans réaliser, ici évidemment, j'accuse personne, c'est une constatation générale, sans réaliser en fait les personnes qu'il y a derrière. Donc je vais brièvement lire cette clôture et puis après on devra se laisser. Comme je disais, nous n'avons pas attendu les mouvements anti-genre, les conservateurs et les haineux et haineuses pour savoir que la vigilance est primordiale et que nos combats sont longs et difficiles et que rien n'est jamais acquis. Néanmoins, j'aimerais ici humaniser la question du plaidoyer. Il est important de rappeler que derrière les discussions, les négociations, les législations, les victoires ou les défaites, il y a des personnes. Égide est une alliance qui rassemble des associations et des organisations diverses, derrière lesquelles se trouvent des personnes. Personnes dont la vie peut être ou devenir un enfer, personnes devant parfois fuir, se cacher, mentir, personnes subissant des violences diverses au quotidien. Les risques sont bien présents, l'annulation de la conférence en présentiel en est la preuve, et il ne s'agit pas simplement d'une annulation, cette annulation a privé de nombreuses personnes d'un moment précieux, de rencontres qui rassurent, qui font avancer, qui font du bien. Nous priver de ces moments et nous forcer de rester isolés aux quatre coins du monde francophone, c'est une violence. Une violence dont nous sommes victimes parce que nos existences dérangent. Heureusement, nous sommes là, nous resterons là, nous continuerons le combat avec tous les maillons de la chaîne, qu'elles soient militantes, actrices institutionnelles, ONG et gouvernements. Ce n'est qu'ensemble, personnes, organisations et mouvements de la diversité des genres et des sexualités, et avec nos alliés, que nous réussirons à gagner le combat contre la haine, l'ignorance et la violence à l'égard de nos communautés. Je vous remercie.